Bonjour tout le monde, Julie Leblanc, directrice adjointe intervenante au Seuil de l'Esprit. Le Seuil de l'Esprit qui est un organisme en gestion de la colère, de l'impulsivité, de l'agressivité, qu'il y ait des comportements violents ou non. On travaille aussi beaucoup dans le volet des relations de couple compte tenu des comportements inadéquats qui peuvent être adoptés, là, autant par les hommes, par les femmes, que par les adolescents et adolescentes au sein de leurs relations, beaucoup au sein des relations amoureuses, donc oui, allant jusqu'à la violence conjugale. Et c'est un peu le sujet de la journée, donc la violence au sein des relations et aussi comment y travailler et comment on peut s'en prémunir également. Donc, c'est certain que pour ce qui est du volet prévention, dans tous les éléments que je rapporte, si vous pensez être victime de ça, en fait, que vous dites, hey, moi, c'est des choses dans lesquelles je me reconnais, mais comme qu'on me fait subir, que je vis de manière régulière, que ce soit de manière régulière ou non, en fait, je vous invite à faire appel aux ressources d'aide en ce sens-là. Pour les femmes, on parle surtout dans la région de Lac-Mégantic, par exemple, la Bouée, qui est une maison d'hébergement pour les femmes et leurs enfants, mais qui offre également des services à l'externe. Donc, si on sent qu'on vit une situation que c'est difficile, qu'on ne sait pas comment y faire face, on peut quand même recevoir du soutien de cette ressource-là sans avoir, par contre, besoin de quitter notre domicile et d'avoir l'impression de s'enfuir de chez soi. Il y a beaucoup de ressources comme ça en Estrie également là, pour les femmes, donc c'est important de se faire appel si vous en sentez le besoin. Pour ce qui est des hommes, si vous êtes victime, on est désolé, il existe peu de ressources à ce jour. Par contre, il y a la ressource Momentum qui offre entre autres des services ici à Lac-Mégantic, dans les locaux de la CDC, du Granit, là, donc la Corporation de développement communautaire là, au coin des rues Champlain et Villeneuve. Donc, ils peuvent vous recevoir. Puis, en tout temps, c'est également possible de contacter le Seuil pour poser vos questions, parler de votre situation, savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire et comment. Ça nous fait toujours plaisir de vous recevoir. Donc, aujourd'hui, un thème dont on entend beaucoup parler, en fait, à tout le moins dans l'année 2021, ça a été un sujet malheureusement qui a été récurrent et pour les mauvaises raisons. Donc, on parle de la violence au sein des relations de couple. On a beaucoup entendu parler de la violence au sein des relations, en fait, envers les femmes, parce que, oui, c'est une problématique majeure. Beaucoup de femmes qui sont victimes, et là, on parlait même de féminicide. Et au courant de la dernière fin de semaine, malheureusement, les 3e et 4e féminicides qui se sont ajoutés au Québec. Dans le cas de la même fin de semaine, là, 2 femmes qui ont perdu la vie aux mains de leur conjoint. Donc, des événements qui sont d'autant plus déplorables qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour en venir qu'à modifier ces comportements-là, mais malheureusement, et trop souvent, les gens ne demandent pas l'aide quand il le faut. Donc, le but, c'est de vous informer davantage peut-être sur des comportements qui peuvent être adoptés parfois dans le cadre de relations et que vous vous dites peut-être, ouf, moi je fais ça, qu'est-ce que je peux faire pour changer? Venez nous voir, c'est la première des choses. De se l'admettre peut-être d'abord, ouf, j'aurais peut-être besoin d'un coup de main, qu'est-ce que je peux faire? Mais de demander de l'aide, on va toujours être gagnant de le faire, donc c'est ce qu'on vous invite à faire en fait avec les informations que je vous donne. Puis on va tenter aussi au travers de tout ça de voir peut-être quelles peuvent être certaines sources de ces comportements-là. Donc, dans la dernière représentation, si vous l'avez regardée, il y avait des différences qui étaient établies entre la colère, l'impulsivité, l'agressivité et également la violence. Donc, simplement pour revenir pour ce qui est au niveau de la violence, en fait, on parle d'une action qui est intentionnelle. Donc, il y a vraiment une intention, puis même des fois qui peut être de manière inconsciente, mais le fait d'avoir une intention malveillante envers la personne, de dire la personne va payer ou ça ne se passera pas comme ça, on est généralement dans un geste de violence parce que, justement, on pose l'action en sachant que, je dis que c'est de manière inconsciente parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se l'avouer, parfois. Hein? On ne veut pas s'avouer qu'on est en train de faire du mal à l'autre ou que, pour servir nos propres besoins, on est prêt à prendre des moyens qui peuvent, par contre, être dommageables pour les personnes nous entourant. Donc, au niveau de la violence, le gouvernement du Québec va définir 5 formes de violence, qui sont les violences verbales, psychologiques, physiques, sexuelles et économiques. C'est donc avec ces 5 formes de violence-là principales qu'on travaille. Par contre, on en aborde 3 supplémentaires selon les situations et aussi en partenariat avec les ressources pour femmes, parce que c'est important qu'on ait tous le même discours.
En plus des 5 que je vous ai nommés précédemment, les ressources pour femmes identifient aussi la violence familiale, sociale et spirituelle. Donc, je vais vous en parler davantage, vous donner quelques exemples, mais si jamais vous avez des questions, le site de l'Escale de l'Esprit, par exemple, donne des informations très claires sur les 8 formes de violence là, que je viens de vous nommer, en fait. Puis sinon, par une petite recherche Internet, le site du gouvernement du Québec est très clair sur ça. Il y a des définitions officielles également de violence conjugale et autres. Mais là, le but étant aussi de vous parler de violence de manière générale, mais oui aussi au sein des relations amoureuses et conjugales. Donc, en fait, quand on parle de la première forme de violence, on parle de la violence verbale. Donc, la violence verbale qui va se définir vraiment de différentes manières, mais le fait notamment là, de crier, de sacrer sur l'autre, le fait de donner des ordres, de prononcer des paroles qui sont blessantes, d'insulter l'autre, de le dénigrer. Puis vous allez voir, il y a des choses que je vais dire au niveau de la violence psychologique que vous allez faire, ça se ressemble beaucoup. Oui, il y a des éléments effectivement qui se recoupent d'une forme de violence à l'autre. Et plusieurs sont imbriqués ensemble, là, que c'est pratiquement impossible là, de les détacher l'une de l'autre, bien malheureusement. Donc souvent, c'est des choses qui sont à travailler ensemble. Je mets un bémol pour toutes les personnes qui écouteraient et qui sont parents et qui se disent « Mon Dieu, moi j'ai donné des ordres dans ma vie à mes enfants ». C'est avec une intention bienveillante habituellement. Donc, on n'est pas dans de la violence. C'est le genre d'intervention qu'on est amené à faire. Il faut donner des consignes. Pourquoi? Pour assurer la sécurité de notre enfant, pour l'aider dans son développement, parce qu'il a besoin d'être dirigé comme humain en développement et que ne sachant pas tout, ben, on se doit de donner des consignes et parfois de donner des ordres dans certaines réactions qu'on a pour dire ben, c'est ça la structure qui est imposée. Donc, c'est vraiment dans la mesure, par contre, où quand on parle de violence verbale, quand je dis donner des ordres, ben, quelqu'un qui dirait à son conjoint ou à sa conjointe, là, tu rentres à la maison et tu ne sors pas de là tant que j'arrive pas parce que la personne a fait peut-être quelque chose que l'autre n'a pas apprécié dans un événement social. Hein? Ma blonde est allée parler avec un autre gars là-bas, j'ai pas aimé ça. Fait que là, j'étais allée la voir, je l'ai pognée par le bras, violence physique, on va rentrer dans ça aussi. Puis là, je suis en train de lui dire, là, j'en ai assez, tu me fais tout le temps passer pour un cave, tu rentres à la maison, puis tu ne ressors pas tant que je suis pas arrivée. Vous allez voir, là, je viens de faire un mix de plusieurs violences. D'ailleurs, je vous ai dit physique quand j'ai dit on attrape le bras. Il y a de la violence psychologique. Pourquoi? On est en train de créer une menace également dans tout ça. Hein? Même si on dit, ben, ça va peut-être s'arrêter là, il va peut-être y avoir une discussion qui pourrait être tout à fait saine, souhaitons-le. Mais le problème, c'est que tout ça a commencé de manière très malsaine. On vient de donner un ordre, on vient d'obliger la personne à faire quelque chose qu'elle ne veut peut-être pas, et on le fait sous le coup de la menace, en lui prêtant des intentions. Si je dis à quelqu'un, tu viens de me faire passer pour un cave, ça, c'est moi qui pense ça. Ça ne veut pas dire que la personne, c'est ce qu'elle voulait faire. Et en agissant de cette manière-là, ben, on est en train de poser un geste de violence, d'imposer notre vision à l'autre. Si plutôt la personne arrive à côté de nous et elle dit « Est-ce que je peux te parler un instant? » Bon. Écoute, chum, blonde, je ne me sens pas bien parce qu'en ce moment, j'ai vraiment l'impression que je suis stupide, là, que quelque chose se passe entre toi et cette autre personne, puis je ne suis pas bien dans ça. J'aurais besoin qu'on en parle puis qu'on puisse éclaircir ça. Je ne me sens pas bien. Bon, là, on est dans une manière très saine. On peut le faire des fois de manière très maladroite, mais le fait est qu'on demande à la personne sans exiger qu'elle vienne nous parler. Il n'y a pas de geste physique de « tu viens ici, je t'agrippe ». Donc, il y a toutes ces nuances-là qui sont à apporter dans le discours qu'on va avoir. Donc, voilà. Violence verbale, violence psychologique, vous avez vu, j'ai déjà commencé à l'aborder. Le fait de menacer, le fait de dénigrer, le fait de constamment faire douter la personne d'elle-même aussi fait partie de violence psychologique. C'est ce qu'en anglais, on appelle le fameux gaslighting. D'amener la personne à penser que c'est toujours elle qui est dans le tort, que ce qu'elle pense, que par exemple, un peu la réaction instinctive qu'elle a est complètement fausse, qu'elle devrait se sentir mal de penser comme ça. En français, on appelle ça du détournement cognitif. C'est utilisé par beaucoup de personnes, malheureusement. C'était ressorti dans les médias aussi récemment. Je crois que c'est avant le congé des fêtes, une influenceuse qui a participé à une émission de télé-réalité. Je crois que c'était Occupation Double.
vous m'excuserez pour ma culture générale au niveau des influenceurs, c'est pas très bon. Mais son nom, c'est Jessie Nadeau, je crois. Elle a fait une vidéo avant la période des fêtes. Je ne sais pas si ça se retrouve encore là, sur Internet parce qu'elle ne nomme jamais personne officiellement, mais on sait que c'était un autre participant là, avec qui elle était en relation après Occupation Double. Et elle rapportait des comportements, à tout le moins, qu'on pouvait lui prêter à lui parce que c'était sa relation la plus récente et qui avait avec laquelle ça faisait le plus de sens, en fait, là, dans les comportements qu'elle décrivait, là, ce qui pouvait coller là. Et bon, monsieur s'est défendu dans les médias par la suite en disant qu'elle avait porté des propos diffamatoires et qu'il la poursuivrait en justice, en fait. Là. Donc, la vidéo a peut-être été retirée, mais c'est une des choses qu'elle nommait. Chaque fois que j'apportais un point de constamment me faire sentir comme si j'étais stupide, comme si j'avais pas raison, ou que ce que j'apportais, même si c'est tout à fait valable, je suis peut-être dans le tort, alors qu'il y a des éléments qui venaient clairement confirmer ça. Donc ça fait partie de la violence psychologique, entre autres. C'est une des violences qui est très sournoise et très dévastatrice, en fait, parce qu'avant qu'on la constate, la violence psychologique, souvent, on est rendu très loin dans cet engrenage-là parce qu'il y a beaucoup de choses, justement, qui nous font douter. On a toute la réaction un peu de « Ah, ben c'est peut-être moi. Ah, je dois pas avoir raison. Ah, c'est vrai que quand j'ai dit ça, c'était peut-être pas gentil. » On en vient constamment douter de nous-mêmes, comme on est. Ça a vraiment un effet complet sur notre estime de nous-mêmes, sur la confiance qu'on a aussi en nos capacités. Et c'est là que souvent, on va dire, les gens qui ont vraiment planté leur griffe là, dans la personne. Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille très fort, en fait, avec les gens qui posent ce type de comportement-là pour leur faire réaliser, en fait, pourquoi est-ce qu'ils le font. Qu'est-ce qu'ils vont chercher en faisant ça? Parce qu'il y a clairement un gain à ça. Il y a un gain à amener une personne à douter d'elle-même, à ce qu'elle prenne tout ce qu'on dit comme étant la vérité, à ce qu'elle ait un peu peur de nous. Mais pourquoi est-ce que tu voudrais que la personne avec qui tu es en relation ait peur de toi? Qu'est-ce que tu gagnes à faire ça? Et elle est où cette carence dans ta vie qui fait que tu as besoin d'agir de cette manière-là? C'est beaucoup sur ça qu'on va travailler avec les gens. Je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus tard aussi. Je veux continuer à vous décrire là, les formes de violence, mais pour compléter aussi au niveau psychologique, le fait d'humilier, de mépriser, de juger, je vous disais de dévaloriser, d'émigrer, critiquer, de faire du chantage, de manipuler, d'intimider, de menacer. Et tu sais, quand on parle de faire du chantage et de manipuler, tu sais, c'est là aussi qu'il y a une combinaison de plusieurs formes de violence. Tu sais, par exemple, si ben moi, si on ne fait pas l'amour ce soir, si tu ne performes pas telle faveur sexuelle sur moi, ben c'est terminé entre nous. Tu sais, je vais aller voir ailleurs. Regarde, il y en a bien d'autres qui sont à la porte, que ce soit un gars ou une fille, peu importe. Là. Il y en a bien d'autres qui seraient contents d'être avec moi. Fait que, regarde, si ça ne se passe pas comme je veux, ben ça va être ça. Là, on est à la fois et dans de la violence psychologique et dans de la violence sexuelle. On est en train de retirer le consentement à la personne face à un geste sexuel en utilisant la manipulation. Parce que la personne peut craindre de perdre sa relation de couple et se dire, mais moi, je l'aime, ma partenaire, je veux être en relation avec eux, et là, je ne veux pas qu'ils soient insatisfaits, qu'ils aillent voir ailleurs, pardon. Donc, OK, je vais le faire, même si je n'ai pas envie, même si c'est un geste que je peux peut-être considérer dégradant, même si je n'ai jamais essayé, que ça me fait peur d'être forcée dans ça, on rentre dans différentes formes de violence. Violence physique, frapper, pousser, tirer les cheveux, cracher sur les gens, c'est un voie de fait, sachez-le. Personne n'aime ça. Étrangler, séquestrer ou restreindre une personne, et également le fait de lancer ou de briser des objets. Donc, il y a la violence physique directement envers un individu, mais il y a aussi la violence physique sur les objets. Donc, d'instaurer un climat de terreur à la maison en claquant constamment les portes, en ayant à patcher des trous dans les murs ou en ayant racheté des feuilles de gyps parce qu'il faut que tu retires les joints parce que tu as défoncé le mur. Si tu changes 4 fois de cellulaire dans l'année, non pas parce que tu aimes les nouveautés, mais parce qu'il finit dans le mur, l'écran tout cassé, il y a des gens qui sont maladroits, échappent leur cellulaire, ça va. Il y a des gens qui sont juste pas maladroits, ils le prennent puis ils le garochent dans le mur. Ben, on est dans de la violence. Là, il y a différents niveaux, puis je vais le dire comme ça, puis tout ce que je dis, c'est avec des bémols, mais moi, il y a des gens avec qui je travaille que je vais toujours dire, ben mieux vaut un mur qu'une face. Quand je travaille un peu à améliorer les comportements avec les gens, je vais préférer quelqu'un qui va me dire, ben Julie, j'ai frappé dans le mur,
alors que j'aurais pu frapper sur quelqu'un. C'est pas plus adéquat, qu'on s'entende bien. Le geste est tout aussi répréhensible, mais les conséquences sont moins grandes, par contre, pour la personne qui le vit. La personne peut avoir peur de se faire frapper, mais c'est le peur de se faire frapper parce que c'est récurrent dans sa vie et parce qu'en fait, elle a des blessures physiques. On est à un niveau plus élevé de risque de « mais qu'est-ce qui pourrait arriver? » C'est plate à dire, mais moi, je préfère quelqu'un qui va se casser un doigt parce qu'il a frappé lui-même ou elle-même dans le mur que quelqu'un qui va avoir des points de suture puis une chirurgie de reconstruction parce qu'il s'est fait casser des os dans le corps parce que quelqu'un a décidé de le frapper. Il y a des niveaux à ça, comme je dis, c'est pas plus adéquat. Je préfère quand les gens ne frappent pas du tout. Ou à la limite, frapper dans quelque chose de mou, dans quelque chose que c'est correct de le faire. Vous avez un punching bag à la maison, allez vous défouler dans ça. J'en ai pas de problème avec ça. Mais au-delà de ça, ça ne devrait pas en faire partie. Quand c'est fait dans le consentement, c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de bémols à mettre, quand c'est fait dans le consentement, vous aimez différents jeux sexuels avec votre partenaire, puis vous dites j'aime ça, peut-être moi quand on met la main à la gorge, pas qu'on m'étouffe, mais la main à la gorge, que je sens un petit c'est correct, on n'est pas en train d'étrangler, il y a un consentement, mais du moment que je te dis enlève ta main, tu l'enlèves. C'est un peu la base dans tout. Hein? On a entendu parler de consentement très souvent aussi, ça en fait partie. Donc, il y a des choses, mais tu sais, de dire moi, j'accepte dans la vie qu'on me frappe constamment, tu sais, puis ça va. Non, j'ai donné mon consentement à ce qu'on me frappe constamment au visage ou qu'on me donne des claques. Non, ça ne fonctionne pas. On ne va pas dans ça. Violence sexuelle, je l'ai abordé au travers de différents exemples également, mais de forcer ou d'imposer des gestes sexuels qu'une personne ne veut pas performer, d'exiger des photos, des images, des vidéos, fait partie de la violence sexuelle, de dénigrer le corps de l'autre, ça en fait partie, parce que ça a des atteintes énormes au niveau psychologique, physique et autres. Donc, ça fait partie à la fois d'un niveau psychologique, mais aussi de la violence sexuelle. J'en parlais tantôt de manipuler pour obtenir des faveurs sexuelles en fait partie. Tout comme dans l'exemple que je donnais, la menace d'être infidèle. Ben, si tu fais pas ça, je vais aller voir ailleurs, ou il y a peut-être d'autres mondes que ça va leur tenter. Ça fait partie des violences sexuelles. Tout devrait se faire avec le consentement. Et si la personne avec qui vous êtes en couple n'est pas prête à respecter ça ou qu'elle vous l'impose, ben, il y a des questions à se poser, à savoir si votre... En fait, il y a des questions à se poser sur le niveau de relation toxique dans lequel vous êtes impliqué, bien malheureusement. Je passe un petit peu plus rapidement sur les autres, mais une des dernières qui est nommée par le gouvernement là, au niveau économique, ça c'est celle qui est la plus méconnue souvent par les gens. Ils vont dire, la violence économique, qu'est-ce que c'est? Premièrement, de forcer les gens à nous donner de l'argent, de bloquer des accès aux comptes bancaires, de forcer quelqu'un à rester à la maison ou de lui imposer au contraire d'aller travailler, selon la situation. Je vous donne un exemple. Moi, j'avais un couple en suivi qui vivait différentes difficultés, malheureusement de la violence, de part et d'autre, de la part de monsieur et de madame, l'un envers l'autre. Et lorsque monsieur posait des actions inadéquates et qu'il se devait de modifier, par contre, quand madame était fâchée, elle lui bloquait l'accès au compte conjoint. Et lui, le problème, c'est qu'il avait des difficultés au niveau financier, pas un très bon nom de crédit. Donc, le seul compte qu'il avait était le compte conjoint qui est lié au compte personnel de madame. Donc, lui, ses payes sont déposées dans ça. Il y a une carte d'accès pour le compte conjoint seulement. Mais quand elle était fâchée, elle bloquait l'accès. Donc, lui, des fois, sa paye là, des 2 dernières semaines vient d'être déposée. Il a des dépenses, il a des paiements et plus aucun accès à son argent. Bien, on est dans de la violence économique parce que là, on le prive de ce qui lui revient. Qu'elle aurait dit, là, je suis vraiment fâchée, fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir l'argent auquel tu as droit, que tu as nécessaire pour tes paiements, ce qu'il faut pour vivre, tout ça, mais moi, je garde l'argent qui est nécessaire pour nos paiements communs. Je sors ça du compte, puis ça, je vais m'assurer des paiements et tout ça, puis toi, il te restera ce montant-là. J'ai aucun problème avec ça. Là, le problème, c'est qu'on coupe l'accès complètement. Et ça ne fait qu'amplifier la problématique. Parce que dans ce temps-là, moi, j'ai des gens qui se butent dans mon bureau et qui me disent ben oui, mais elle m'a coupé l'accès au compte, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien. Bon, OK. Oui, mais pourquoi elle a fait ça? Ben, il y a eu telle chicane, mais c'est pas correct. Non, effectivement, c'est pas correct qu'elle ait bloqué l'accès au compte, mais le travail est d'autant plus compliqué que ça lui donne une raison de se centrer sur lui-même. Puis de dire c'est moi la victime dans la situation. Ben, t'es victime de certaines choses, mais tu es aussi l'auteur de d'autres comportements qui sont problématiques. Donc,
et qui sont à modifier, qui sont inadéquats, et c'est la raison pour laquelle tu viens me voir. Donc là, nous, on n'est pas là pour parler de ce que madame fait, par exemple, on est là pour parler de ce que toi, tu fais, mais le focus n'est mis que c'est facile de retomber dans la victimisation. Moi, je vis ça, donc c'est une des choses qui est à défaire souvent. En fait, on est beaucoup dans une approche de responsabilisation au seuil, nos comportements nous appartiennent. Ce sont des choix que l'on fait qui répondent à certains besoins. Et pour ça, il faut en prendre conscience, puis il faut accepter que ben, ce geste-là que j'ai posé m'appartient à moi. Est-ce qu'il peut être en réaction à quelqu'un d'autre, à une situation? Oui. Mais c'est un geste qui m'appartient. C'est moi qui ai décidé de faire ça. Oui, mais je suis une personne impulsive, je n'ai pas pensé aux conséquences. Oui, effectivement, c'est un problème qu'on rencontre souvent, mais on peut tous avoir ce problème-là et ça ne peut pas devenir une excuse que d'être impulsif dans la vie. Parce que tout le monde s'en sortirait beaucoup trop facilement. Là, on va tous l'utiliser, cette excuse-là, à ce moment-là. Donc, il y a une notion de « je contrôle mes comportements, j'ai le choix de mes comportements ». Et c'est ça qu'on va travailler beaucoup. Les 3 dernières formes de violence, comme je vous dis, je passe très rapidement parce que c'est la violence spirituelle, sociale et familiale. Pour moi, dans tout ça, il y a des éléments bien spécifiques à chacun. Mais pour moi, ça rentre beaucoup dans de la violence psychologique, vraiment sous différentes formes et avec des créneaux, comme je vous disais. Donc, au niveau de la violence spirituelle, ben, d'empêcher quelqu'un d'adhérer à certaines croyances ou de forcer l'adhésion à certaines croyances fait partie de la violence spirituelle, de ridiculiser les croyances également de la personne. Au niveau social, en fait, de contrôler les avenues, les allées et venues de quelqu'un. De choisir les gens avec qui ils peuvent être ou de les isoler complètement, de critiquer les amis et la famille, d'espionner les conversations, que ce soit téléphoniques, virtuelles, les messages et tout ça. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la violence sociale qui est bien particulier. Là, je mets des bémols parce que j'ai dit critiquer les amis et la famille. On a peut-être tous, à un certain moment, dit à notre partenaire, cette personne-là, je l'aime pas tant. Je la trouve un peu comme ci, comme ça cadre pas avec moi. Bon, soyons rassurés. Il n'y a pas nécessairement de violence sociale quand on dit une chose comme celle-là. La violence sociale serait dans le fait de critiquer, par exemple, cette personne-là et d'empêcher de la voir. Parce que il y a tous des gens avec qui dans la vie on s'entend moins bien, mais de laisser le choix à l'autre, on n'est pas dans une dynamique de violence. Ah, tu as une sortie, ouais, l'invitation vient de telle ou telle personne. Moi, je m'entends moins bien avec lui ou elle. Je pense que je n'irai pas à cette activité-là, mais toi, profites-en. Vas-y, tu sais, moi, je préfère juste pour passer une bonne soirée. Je sais que ça va être mieux si je suis en contact avec ces gens-là. Voilà, on est dans le respect de l'un et de l'autre. Moi, je ne serai pas bien, puis je ne veux pas mettre ce malaise-là sur toi, mais toi, je veux que tu en profites. Donc, voilà. Mais oui, si vous avez aussi tous les petits positifs, là, parce que vous avez vu dans tout ça, la violence sociale avec les réseaux sociaux, on dirait que ça s'est amplifié. Si vous regardez constamment la Snap Map pour savoir où est votre chum ou votre blonde, si c'est vrai que quand ils vous ont dit « je vais à tel endroit », c'est là parce que vous avez aussi l'icône du meilleur ou de la meilleure amie, puis tu sais que ça a l'air déplacé au même endroit, tu sais, parce que votre chum ou votre blonde vous a dit « ça va être avec telle personne que je vais être », on est dans une forme de contrôle. De s'assurer que la personne est là, qu'elle fait ça, tu sais, de la fameuse géolocalisation. En cas d'urgence et de danger à la vie, je suis entièrement d'accord. Dans la vie de tous les jours, je fais confiance à mon conjoint, moi, quand il me dit je pars faire une commission, je vais à l'épicerie, je dois aller faire quelques petites choses. Bien, vas-y. Tu reviens ou tu reviens pas, là, rendu là, ça reste ton choix. Je vais réagir en fonction, je vais être super heureuse de devoir revenir. Si tu ne reviens pas, ça se peut que je vive beaucoup de tristesse, mais je ne commencerai pas à te pourchasser dans la ville. Tu sais, ce serait un petit peu trop. Donc, à éviter. Et c'est que souvent, les gens, ça, vont beaucoup le justifier par l'anxiété. Oui, mais tu sais, moi, j'ai déjà été trompée, on m'a abandonnée dans la vie, j'ai été beaucoup rejetée, je ne veux pas vivre ça. Je comprends, ça ne rend pas le geste adéquat. Ça ne rend pas ça sain dans une relation que de devoir rendre des comptes. Si je quitte la maison, puis volontairement, je dis, je m'en vais à tel endroit, je vais revenir vers telle heure, ben, je suis aucunement dans une dynamique de contrôle, je suis peut-être même dans une dynamique de respect et de considération envers la personne avec qui je partage ma vie, juste de savoir, ben, attends-moi pas vraiment avant telle heure. Tu sais, j'ai une activité, puis ça va être comme ça. De la même manière que quelqu'un demande, ah, tu t'en vas où, puis avec qui, on n'est plus nécessairement dans de la violence. Ils ne sont pas en train nécessairement de contrôler nos allées et venues, ils sont peut-être juste bien intéressés à ce qu'on va faire.
tu t'en vas là, hey, parfait, bonne soirée, amuse-toi bien. Hein? Bon, voilà, tout va bien. Et dans la violence familiale, en fait, ça, on est beaucoup quand c'est par rapport au rôle de parent. Donc, le fait de critiquer le temps qu'un parent peut passer avec un enfant, de lui mettre sur le dos aussi toutes peut-être les beaux petits défauts, les belles petites limites de nos enfants. S'il y a une même, c'est de ta faute. Ah oui, ça, c'est entièrement pas. Tu sais, quand c'est juste les aspects négatifs, là, on est dans de la violence familiale. Un qu'on voit bien souvent, malheureusement, d'instrumentaliser les enfants, donc d'utiliser les enfants comme une monnaie d'échange face à certaines choses. On le voit beaucoup dans des contextes de séparation, ça. Malheureusement, là, quand on parle de violence post-séparation, ça en fait partie. Ben, si tu ne fais pas telle chose, tu ne verras pas les enfants. Tu n'auras pas accès, tu vas voir, il va se passer telle ou telle chose. Ben, on est dans de la violence familiale. Donc, voilà de ce côté-là. Je vous amène une notion un petit peu particulière aussi, mais qui fait un petit peu particulière, c'est qu'elle n'est pas toujours répandue malgré le nombre d'années depuis qu'elle existe, que ça a été clairement nommé. On parle de contrôle coercitif. Et là, en fait, une notion assez intéressante qui a surtout émergé à compter de 2007. Le contrôle coercitif qui fait partie des différentes formes de violence, qui en inclut, en fait, qui inclut toutes les formes de violence, mais justement, quand on parle de la violence psychologique et du fait que c'est très sournois, le contrôle coercitif en fait partie. Donc, en fait, il y a deux volets à ça, hein, le volet de contrôle et le volet de coercition. Quand on parle de contrôle, c'est vraiment des actions qui vont être posées, qui ont un impact. On le compare souvent au fait que chaque action pourrait représenter le barreau d'une cage, en fait. Donc, avec on reste libre, on peut vivre un certain mal-être, un certain malaise, mais on va continuer à vivre notre vie, ça va bien aller. Plus il y a des barreaux qui s'ajoutent, plus il y a de comportements de contrôle qui s'imposent, bien, plus, en fait, notre environnement va être réduit, qu'on va se sentir isolé, qu'on va se sentir emprisonné. Et quand je vous disais tantôt, la violence psychologique, c'est très sournois, c'est là que souvent les gens vont réaliser, quand il y a beaucoup de barreaux autour d'eux, que, ouf, là, je suis vraiment plus bien. Puis des fois, c'est l'ajout d'un barreau supplémentaire, d'un geste de contrôle supplémentaire que les gens font comme, et là, ça l'explose, là, moi, je suis pas bien, mais je suis pris, je ne peux plus sortir d'ici. Je vais féminiser mon exemple, mais beaucoup de femmes ont vécu ça, tu sais, dans la violence, de dire, ben, ça a commencé par, oui, justement, des fois, peut-être de l'intérêt de mon chum à savoir, j'étais où, qu'est-ce que je faisais et avec qui. Mais là, après ça, il y avait un contrôle, justement. Ben là, je ne pouvais pas rentrer après telle heure. Là, tel ami, il ne l'aime pas, fait que je ne pouvais pas aller les voir. Je ne pouvais pas porter ce type de vêtements-là quand je sortais parce qu'on sait bien, tout le monde va me regarder. Tu sais, toute la manipulation derrière ça. T'es tellement belle, bébé, je veux pas. Quand t'es habillée de même, c'est sûr que tous les gars vont te sauter dessus, puis ça, je suis pas à l'aise avec ça, fait que mets d'autres choses. Toutes ces choses-là que, tu sais, des fois, on le prend souvent comme un compliment au début. Oh, il me trouve tellement belle, il veut me garder pour lui, il veut me protéger, il veut s'assurer que je suis bien, c'est parce qu'il m'aime. Ah, ben oui, il nous aime. Puis c'est pas faux, là. Il peut nous aimer. Mais en nous aimant de cette manière-là, il nous aime mal. C'est plate, mais c'est le même. Tu sais, il y a une différence entre dire, tu sais, ouais, ce chandail-là, j'avoue que c'est pas le plus beau, là. Je trouve que, tu sais, il y a tellement d'autres belles couleurs. Tu sais, je suis pas en train de te dénigrer, je suis en train de te dire que la couleur de ton chandail, bon, tu pourrais pas t'en mettre un autre. Tu sais, celui-là, je te trouve tellement belle quand tu le portes, celui-là. Là. T'accepterais-tu de mettre ce chandail-là aujourd'hui? On n'est pas dans du contrôle, là. Vous avez le droit de dire non. C'est ça, c'est une différence importante aussi. Le contrôle, ça enlève la notion de choix. Parce qu'il y a toujours une menace qui plane. Donc, c'est là que c'est très difficile. Puis dans le contrôle coercitif, on en voit beaucoup. Fait que je vous disais, il y a le côté contrôle. Le côté coercition, ben, c'est vraiment l'aspect de violence. Les 5 violences dont on a parlé, mais principalement aussi dans la violence sexuelle et physique qui va être beaucoup utilisée. Tu sais, quand on va même jusqu'à des formes d'humiliation, en fait, sexuelle et physique et autres, tu sais, où les gens sont vraiment emprisonnés dans ça. Tu sais, on est contacté souvent par autant des conjointes là, qui vivent des événements avec leurs partenaires qui viennent nous voir au seuil, qui viennent nous consulter parce qu'ils reconnaissent certaines problématiques, certaines autres choses, puis on reçoit des informations tellement précieuses des gens parce que des fois, ils vont nous dire, ben oui, tu sais, mon partenaire m'a dit qu'il t'a parlé de telle chose, mais il y a aussi tel élément. Bon, c'est pas toujours des informations qu'on peut utiliser, nous, de notre côté, parce que des fois, les gens ne veulent pas
que le partenaire sache qu'ils nous ont contactés. On veut respecter ça. On a un mandat premier, c'est d'assurer la sécurité des gens. Si moi, j'en parle, je dis, hey, ta blonde ou ton chum m'a contacté l'autre jour, m'a écrit un courriel pour me dire telle chose, puis que c'est pas entendu que je peux utiliser l'information, ben je sais pas quelle répercussion ça peut avoir à la maison. Puis le fameux effet papillon, là, que dans mon bureau, la personne peut faire « Ah non, il t'a dit ça. Ah, mais mon Dieu, je suis contente, ça va peut-être m'aider à m'améliorer. » Il arrive à la maison avec le char d'assaut quasiment prêt à tout détruire parce que tu as été dire telle chose ou tu as fait telle affaire et tu n'avais pas le droit. Fait qu'on fait bien attention, mais il y a beaucoup d'informations qui viennent de la part des gens comme ça, puis qu'il y a justement des éléments de contrôle, oui, de la coercition également, là, ça en fait partie, mais beaucoup de gestes de contrôle que les gens ne réalisent pas toujours dans leur quotidien. Puis comme je dis, il faut mettre des bémols parce que c'est toujours aussi en lien avec comment on se sent, puis c'est quoi l'intention derrière ça. Justement, moi, ça se peut que si mon chum me dit « Ah, Julie, cette couleur-là sur toi, c'est beau, mais je préférerais telle autre, tu sais, on va faire telle activité, t'accepterais-tu de mettre ce chandail-là, tout ça? » J'ai une notion de choix. Il n'est pas dans du contrôle. Je peux lui dire, ben non, moi aujourd'hui, c'est ça, je voulais mettre, c'est comme ça, puis je me sens bien là-dedans. Mais est-ce que, tu sais, je peux lui dire, ben peut-être qu'une prochaine fois, je pourrais mettre ça, ou, tu sais, j'en prends note que tu l'aimes, celui-là, mais je veux rester habillée de même, j'ai le droit, tu sais. Là, c'est sûr que s'il commence à me faire la baboune, puis à me dire, ben là, c'est ça, tu fais jamais ce que je veux, là, on est dans autre chose. Voyez-vous comment ça peut se développer? Ça, je peux vous dire, ben c'est correct, tu sais, moi, j'ai pas de problème avec ça, t'es mal dans cela pareil, mais, tu sais, l'autre, je trouve que, tu sais, ça. C'est très bien comme ça, c'est encore mieux de même. Il a le droit de dire ça, puis ça se peut que je fasse comme non, c'est ça. Je peux rentrer dans un cliché et dire bon, c'est ça, tu me trouves lettre là-dedans. Ben non, c'est pas ça. Il peut exprimer une préférence tant qu'il n'y a pas une obligation de, puis ça va aller. Mais c'est beaucoup ça la nuance. Dans le contrôle, on enlève la notion de choix. Tu sais, quand il y a une menace qui pèse sur la fameuse épée de Damoclès, quand tu l'as au-dessus de la tête, là, tu sais, que tes amis, tu es avec eux autres ce soir-là, puis ils te disent ah non, mais reste plus longtemps, tu sais. Ouais, permets-toi d'en prendre un verre de plus. Là, regarde, on a un chauffeur désigné, il va aller te porter, inquiète-toi pas. Ou, tu sais, on a prévu tel service de raccompagnement, ça va, reste avec nous. On se voit pas souvent. Ah non, non, je peux pas. Je peux vraiment pas. Il faut vraiment que je sois rentrée à cette heure-là. Puis, tu sais, des fois, toutes les excuses un peu bidons qu'on va se trouver pour ça. Là. Ah non, mais tu sais, je travaille tôt demain. Ça se peut que vous travaillez tôt. C'est pas une mauvaise excuse en tout temps. Mais si c'est utilisé comme excuse alors que c'est plus si je ne rentre pas à la maison maintenant, il y a quelque chose qui va se passer. Là, on est dans du contrôle, dans de la violence. Il y a beaucoup de gens qui vont se sentir coincés comme ça. Si je ne fais pas ça, il y aura des conséquences. Elle est là, la notion de contrôle. Et là, j'en viens à un point où je trouvais ça juste intéressant de vous informer un peu parce qu'il y a beaucoup d'exemples qui nous sont présentés autant dans la littérature de nos jours que dans les films, les séries télé, tout ça, qui sont des exemples un peu normalisés de contrôle comme ça, et de relations, je vous dirais, peut-être malsaines et toxiques. Bon. Ça fait partie de la vie, des relations qui ne sont pas toujours saines et toxiques, malheureusement. On aimerait ça que ce soit différent. Mais on a tendance à nous présenter beaucoup des exemples comme si c'était ça la normalité et comme s'il fallait accepter ça. Fait que dans beaucoup de situations, on nous présente des relations qui sont énormément aussi basées sur des fantasmes. Je donne des exemples très concrets, comme par exemple dans les films, le fameux 50 nuances degrés, les films After, et là, il y avait une nouveauté aussi, ben, c'est plus une nouveauté, là, mais sur Netflix, il y avait le film 365, là, pour 365 jours, en fait. Tous des exemples où on se dit, mais pourquoi faudrait accepter ça? Bon. Là, il y a des gens qui peuvent argumenter, qui vont dire, bien, par exemple, dans 50 nuances degrés, elle ne signe pas le contrat et elle accepte d'être en relation avec lui. Oui, mais parce qu'il y a une menace qui pèse sur ça, parce qu'il y a eu de la manipulation également. Puis, pour des raisons qui sont totalement injustifiées, je m'en fous, moi, de l'enfance de Christian, M. Gray. Là. Je m'en fous qu'il ait vécu plein de choses dans sa vie. Ça ne te donne pas le droit d'exercer du contrôle sur ta partenaire. Je pense que c'est dans le dernier film. Je les ai écoutés une fois, ces films-là, pour me dire il faut que je me renseigne, je parle de cette problématique-là dans la vie. J'ai détesté, honnêtement. Mais si vous les avez aimés, tant mieux, c'est correct. On peut voir le côté beau et fantastique de cette histoire-là basé sur les fantasmes. Je n'ai pas adhéré à ça, malheureusement. Mais je pense que c'est quand, dans le troisième film, ils sont mariés, ils sont en voyage de noces. Madame est en train de se faire bronzer, puis elle décide de défaire les cordes derrière son maillot de bain, parce que bronzer avec des lignes, personne n'aime ça. Puis il fait
il fait une scène, il fait une crisette, là, du genre, tu peux pas faire ça, les gens vont te voir, il y a peut-être des gens qui peuvent prendre des photos, mais mêle-toi donc tes affaires. C'est son corps. En la mariant, là, c'est pas devenu ta propriété. Donc, si elle décide qu'elle défait les cordes de son maillot de bain, à la limite, tu peux y exprimer. Je suis un peu mal à l'aise parce que j'ai l'impression que les gens vont te regarder. Là, tu laisses une notion de choix. Fait que si elle dit, ben regarde, vu que tu es mal à l'aise, je vais le laisser attacher. Je comprends, il n'y a pas de problème. Puis la petite ligne, ce ne sera pas grave. Mais là, c'est qu'on enlève la notion de choix. D'être en relation avec quelqu'un, de marier quelqu'un, ne fait pas que cette personne-là devienne notre propriété. Il n'y a rien de ça qui est dit dans les papiers. Il faut prendre le temps de lire, mais il n'y a pas de petit caractère qui dit « tu deviens à moi et plus tu devras faire tout ce que je te dis ». Et il y a ça qui s'implique dans ces relations-là. Le 365, écoutez, ça c'était... c'est complètement débilitant, en fait, là, comme film. Là. Il kidnappe la femme pour qu'elle tombe en amour avec. On va juste se le dire, c'est non. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas forcer quelqu'un à tomber en amour avec toi. Le pire dans tout ça, c'est que ça fonctionne. C'est là que c'est encore plus débilitant. Là. Je veux dire, il t'a retiré tout droit. Tu n'as plus, t'es sa chose. Pendant 1 an, tu deviens sa chose, il laisse faire, oh, il la respecte. Il ne veut pas la brusquer sexuellement, il la laisse venir vers elle. Ben oui. Quand tu es la seule personne qui vient qu'à exister dans son monde, c'est difficile finalement de ne pas aller vers toi. Mais c'est pas de l'amour. Je veux dire, là, c'est de la coercition complètement. Là. Mais on joue sur le fantasme. Monsieur est beau, monsieur est charmant, monsieur a de l'argent. Il peut lui apporter plein de choses dans la vie. Il lui fait vivre des aventures extraordinaires. Il est violent quand il a besoin de la défendre, pour montrer que c'est sa femme, c'est ça. Non, il ne faudrait pas accepter ça. Mais c'est souvent ce qu'on nous présente. Ça, c'est des exemples un petit peu extrêmes de films, et comme je vous dis, qu'on joue beaucoup sur les fantasmes, mais dans beaucoup de films, de la manière que c'est romancé, c'est comme s'il faut passer par quelque chose de difficile pour en arriver à une relation saine et belle, alors que ce n'est pas ça, la réalité. On peut dans la vie rencontrer une personne qui comble nos besoins, dont on comble les besoins, la majorité du temps. Je veux dire, c'est pas une science exacte, ça peut pas toujours être à 100% une relation, mais il y a une notion de respect et de considération qui peut s'installer entre les gens, qui fait qu'on n'a pas besoin de vivre des moments si difficiles et si déchirants pour être heureux et pour être bien. Mais on nous inculque beaucoup cette idée-là qui est à défaire, face à beaucoup de choses. Ça s'appelle des contes de fées. Pourquoi? Hein? Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants s'ils le choisissent, si c'est ce qu'ils veulent, dans la mesure où ils ont chacun donné leur consentement. Il y a beaucoup de notions qu'on échappe dans ça ou qu'on nous présente comme quoi c'est bon. Si vous avez déjà regardé la série Sex and the City, c'en est une autre. On se rappelle 4 femmes au début de la trentaine, quand la série débute, qui vivent à New York et qui vivent justement des aventures amoureuses et autres au travers de tout ça. Fait qu'on suit les dédales de leur vie amoureuse. Et le personnage central, Carrie, connaît dès la première saison Monsieur Big. Et aux États-Unis, honnêtement, ça a fait l'objet de débats là, dans des blogs, dans des journaux, des revues et autres. Parce qu'il y a 2 amoureux principaux à Carrie, Monsieur Big et Aiden. Et là, les gens comparaient les relations. C'est une expression même aux États-Unis de « j'ai trouvé mon Monsieur Big ». J'ai trouvé mon Mr. Big. Les femmes disent ça là-bas comme si il était là tout à coup, écoutez, c'est une épiphanie, cet homme-là, il est parfait, il est bon. Il a tellement de comportements inappropriés, c'est inadéquat à tellement de moments, il y a beaucoup de manipulation. Carrie veut s'engager, elle veut se marier, il lui dit qu'il ne veut pas ça. Il revient la voir, il est marié avec une autre femme. Il la trompe, justement, cette femme-là, avec Carrie. Tu sais, t'es comme, mais tu dis une chose, t'en fais une autre. Tu fais telle chose, puis après ça, tu le défais, tu m'insultes, tu me manipules, tu me prends, tu me jettes. Comment a-t-elle fait pour vivre tout ça? Ils sont encore ensemble, semble-t-il. Puis je me dis, mais pourquoi on nous présente ça? Et là, les femmes de nos jours, aux États-Unis, disent, j'ai trouvé mon Mr. Big. Okay. Fait que moi, tu es en train de me dire, dans l'analyse que moi j'en fais, ben, tu t'es trouvé une relation malsaine. Ou tu as traversé des épreuves non nécessaires pour en arriver là. Tu n'avais pas besoin de pleurer toutes les larmes de ton corps pour ensuite être heureuse.
Et même dans les chansons, j'ai sorti des exemples, vous irez les écouter parce que clairement, je ne vous chanterai pas la pomme aujourd'hui. Mais bon, je vais faire certaines excuses à Madame Piaf. Là. Édith Piaf, sa chanson Hymne à l'amour, ça a été composé en 1950, 51 environ à peu près, dans les années 50, donc ça date quand même. Ça, dans la société, on était à un endroit différent aussi pour les femmes, non pas que c'était non pas que c'était une place adéquate qu'on accordait aux femmes, mais bref, le rôle que les femmes avaient dans les années 50 n'était tout de même pas le même qu'aujourd'hui, ni dans la définition qu'on avait du mariage peut-être et de l'amour aussi à ce moment-là. Mais si vous écoutez les paroles, il y a des choses dans ça, c'est entre autres dans cette chanson qu'elle dit « Je me ferais peindre en blonde si tu me le demandais ». Moi, mon chum va falloir qu'il insiste vraiment très, très fort s'il veut que je me teigne en blonde. C'est pas ma couleur. Ça n'ira pas en tout. Puis pourquoi il faudrait que je me fasse teindre en blonde? Tu m'as connue, je chantais de fonce. Moi, je suis à l'aise avec ma couleur de cheveux. Si j'ai envie de me teindre en blonde, c'est parce que j'ai envie de le faire. Mais c'est pas parce que tu me le demandes. Même chose avec, là, je vais aller, je crée toujours des réactions avec celle-là. Céline Dion, pour que tu m'aimes encore. Pour vrai, Céline, il aurait fallu qu'elle décroche vraiment beaucoup avant de cet homme-là dans la chanson, parce que je deviendrai ces autres qui te donnent du plaisir, bougerai selon les normes si tel est ton plaisir. Plus brillante, plus belle pour une autre étincelle, je me changerai en or pour que tu m'aimes encore. Je me ferai reine pour que tu me reprennes. Toutes ces choses que je comme, mais Céline, bon, ça a été écrit, je m'excuse encore une fois à Jean-Jacques Goldman, ça a été écrit par un homme, c'est correct. Il y a plein de gens qui disent, mais c'est tellement une belle chanson d'amour. On peut se laisser emporter par le rythme, par la musique. Quand on prend le temps d'écouter les paroles, Céline, elle nous annonce que l'homme avec qui elle était en relation, je vais présumer que c'est un homme, elle nous annonce que cette personne avec qui elle était en relation, ils ne sont plus ensemble. Et qu'elle est prête à changer toute la personne qu'elle est, tout ce qu'elle connaît d'elle-même pour qu'il l'aime encore. Je vais agir comme les autres. Je vais réaliser tous tes désirs comme les autres le font. Une notion très importante à comprendre et qu'on travaille beaucoup, beaucoup avec les gens qui viennent nous voir, c'est qu'en fait, comment je peux le dire clairement, il y a des gens qui ne peuvent pas répondre à nos besoins, non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils ne le peuvent pas. Donc, moi, ça se peut que mon chum soit en amour avec par-dessus la tête, mais que ce qu'il veut et que ce que moi je veux, ce soit des choses très différentes. Et ça, quand on est confronté à ça, c'est une question beaucoup de besoins, mais même aussi parfois des attentes qu'on a par rapport à nos besoins. Ça vient créer des frictions, ça vient créer un mal-être, ça vient créer des émotions qu'on ne gère pas toujours bien et que là, souvent, on fait ressortir sur l'autre, ou on a des situations de violence, justement, qui vont émerger de ça. Mais des fois, le constat bien malheureux auquel on doit en arriver, c'est que cette personne-là n'est peut-être pas faite pour nous à ce moment-là dans notre vie. C'est plate d'avoir à s'avouer ça. Ça défait bien des choses. Mais pourquoi vivre malheureux avec quelqu'un qu'on va blâmer de ce malheur-là alors qu'on peut terminer une relation de manière saine en disant si la vie nous ramène ensemble, si on change chacun de notre côté ou de la manière, peu importe comment on va évoluer, si on se retrouve, ça ne sera que mieux. Et ça, c'est quelque chose qui est à défaire souvent parce que combien de personnes dans mon bureau vont dire « Oui, mais je l'aime ». Je suis désolée, encore une fois, les Beatles n'avaient pas raison. Ce n'est pas vrai que « all you need is love ». C'est pas vrai. Pas pour faire fonctionner une relation de couple. L'amour est un ingrédient complètement nécessaire et primordial, c'est essentiel. Mais au-delà de ça, quels sont tes projets? À quoi est-ce que tu aspires? C'est quoi tes besoins? C'est quoi tes attentes? Moi, j'avais un couple que leur plus grand... En fait, ils avaient le même besoin. Passer du temps de qualité ensemble. L'attente, c'était pas les mêmes attentes. Un voulait des sorties, des activités, quelque chose de flamboyant. Tu sais, on sort, let's go, c'est ça du temps de qualité.
C'est comme si le temps s'arrête pendant qu'on fait ça. Tandis que là, peut-être dans les moments du quotidien. Ben, moi, mettons, aller faire l'épicerie ensemble, c'est comme un temps de qualité parce qu'on découvre plein de choses l'un sur l'autre, même si c'est juste en argumentant un peu sur la sorte de céréales qu'on va acheter, puis se dire « Ah non, pas ça, c'est trop sucré » ou « Ah oui, ça, j'aime ça », puis l'autre fait comme « Ah non. » Tu sais, devant le comptoir de crème glacée, de dire moi, je veux acheter celle menthe et brisure de chocolat. » Ça, ce serait ma réaction. Pourquoi on mélangerait de la menthe et du chocolat? Moi, clairement, j'aurais un débat très sain sur ça avec... Franchement, je suis chanceuse, s'il est du même clan que moi, on ne mélange pas menthe et chocolat. Ça va, on n'a pas ce débat-là devant un comptoir à crème glacée. Mais, tu sais, c'est toutes des situations, des fois, où on se dit, ben non, ben ça, pour moi, c'est un moment de qualité, on est ensemble, on profite du quotidien, puis on apprend encore plus à se connaître. Même chose quand on écoute un film collé, par exemple, une soirée Netflix à la maison, ou dans... Mais les deux présentaient des situations très différentes. Fait que la personne qui veut davantage, qui non pas que l'autre se contente de peu, un des deux partenaires apprécie les moments du quotidien et les considère chacun comme des moments de qualité. L'autre veut quelque chose de plus flamboyant. Mais du moment que tu comprends ça, les deux se sont regardés et ont fait « ben oui, dis comme ça. » Oui, dans le fond, c'est vrai. Hein? Quand on écoute un film comme ça à la maison, même si c'est pas au cinéma où il faut payer le billet, que l'on va vouloir s'acheter de la bouffe, c'est vrai. À la maison, dans le fond, on peut en profiter. On est en jogging, bien tranquille, les couvertures, on peut s'acheter ce qu'on veut au magasin, on peut grignoter n'importe quoi. Ouais, dans le fond, c'est vrai. Ils ont commencé à ce moment-là à vraiment communiquer sur quels étaient leurs besoins et quelles étaient leurs attentes. Et dans ce cas-ci, ils voulaient et ils pouvaient s'offrir ce dont l'autre avait besoin. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si, dans la vie, quelqu'un décide de ne pas avoir d'enfant, puis qui entre en relation avec quelqu'un qui en veut absolument, je ne sais pas si vous le voyez, le mur, mais moi, oui. Il y a un mur qui s'en vient. Lequel des deux va concéder ce qu'il veut, puis ce qui est important pour lui? Parce que faire des enfants, avoir des enfants, en fait, en disant, bon, il ou elle en voulait, puis j'ai surfé sa vague, tu sais. Ben, allô, tu viens de t'abonner à une responsabilité à vie, hein? C'est une responsabilité, c'est beaucoup de plaisir aussi, c'est beaucoup d'apprentissage, c'est beaucoup de choses, mais il y a quand même là quelque chose de, ça risque de te faire vivre des choses. Le jour où tu vas vouloir sortir pour aller faire telle activité, mais tu ne peux pas parce que tu as un enfant et que tu dois en prendre soin, puis parce qu'il faut que tu adaptes tes activités et autres, tu vas peut-être trouver ça difficile. Et c'est là qu'on risque d'entrer dans des choses de violence qu'on ne veut pas. Fait que de bien connaître ses besoins, c'est une chose sur laquelle on travaille. Puis c'est pour ça que je dis, je reviens à cet exemple de la chanson de Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore, celle qu'elle interprète. Tu sais, c'est... Des fois, les gens ne peuvent pas nous offrir ce dont on a besoin, puis c'est pas parce qu'ils veulent pas. C'est parce qu'à ce moment-là de leur vie, dans le contexte dans lequel ils sont, ils n'ont pas la capacité de le faire, et ça fait toute la différence. Je termine par contre avec un exemple un petit peu plus simple que ça, je vous invite vraiment à aller l'écouter. C'est québécois en plus, donc c'est Marie-Pierre Arthur avec la chanson Si tu savais. Et le refrain va un peu comme ça, encore une fois, j'essaie de ne pas le chantonner, mais juste de vous nommer les paroles. Pardonne-moi, si tu savais, pour toi, j'aurais voulu changer. J'ai menti, je ne peux pas tout abandonner. À quoi ressemblerait ma vie si parce que je t'aime, j'oubliais tout ce que je suis? Et ça, comme je vous disais, c'est la vérité parfois déchirante de « je t'aime, j'ai envie d'être en relation avec toi », mais on ne parle pas le même langage et on ne veut pas les mêmes choses face à ça. Donc, lequel de nous deux va peut-être faire des compromis ou concéder certaines choses, mais peut-être éventuellement le reprocher à l'autre ou être malheureux dans ça. Et c'est là, des fois, qu'il faut réaliser, moi, est-ce que je suis dans cette situation-là ou non? Ou est-ce que peut-être je ne laisse pas la place aux besoins de ma partenaire? C'est là que le seuil, on intervient également. Venez nous voir, venez nous poser des questions, on est toujours disponible. Ça va nous faire plaisir de vous aider à voir plus clair dans ça. Comme je dis, si jamais vous sentez que vous vivez de la violence, je vous réfère par des organismes comme Momentum pour les hommes, que la Bouée, par exemple, ici, à Mégantic pour les femmes, l'Escale
l'escale de l'esprit, en fait, à Sherbrooke. Vous allez retrouver d'ailleurs sur ces sites-là, je l'ai apporté ici. Je vous montre l'image comme ça, mais comme je vous disais, sur le site de l'escale, si jamais vous êtes intéressé, c'est là. Mais le cycle de la violence conjugale, parce que je vous ai parlé beaucoup, je vous ai donné beaucoup d'exemples de violence conjugale aujourd'hui, beaucoup de choses dont on entend parler, mais il y a un cycle à tout ça. Puis des fois, quand on lit ça, en fait, c'est séparé des deux côtés. Il y a ce que la personne auteur des gestes va faire, comment elle risque d'agir et comment la personne qui en est victime pourrait se sentir. Puis des fois, quand on lit ça, on fait « ouf, ça me ressemble ». Ou « ah oui, j'ai l'impression que je crée cette tension-là dans mon couple ». Venez nous voir, venez nous parler. Je vous rappelle nos coordonnées pour comment nous contacter. Donc, il y a notre site internet www.leseuil.qc.ca, notre numéro de téléphone 819-821-2420. De mon côté, je m'appelle Julie Leblanc. Je suis directrice adjointe et intervenante au Seuil de l'Esprit. Je suis la responsable de la région du Granit. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez appeler au Seuil et demander simplement à me parler. Ça va me faire plaisir de pouvoir rediscuter avec vous, puis de simplement vous aider peut-être à voir plus clair un petit peu dans votre situation, d'établir, si vous avez des objectifs de changement, qu'on puisse y travailler ensemble pour vous aider à être simplement mieux. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée.